Est-ce que ça vous dirait de voir le pays où l'on est le plus heureux au monde? Le plus heureux au monde selon l'ONU en 2017. Eh bien ce pays, il est là. C'est la Norvège. Grandiose. Et le meilleur moyen de prendre la mesure de ces lieux, eh bien c'est de s'abandonner, de se lâcher et de s'envoler comme un oiseau. Et ces oiseaux un peu fous, on les appelle des base jumpers, un sport extrême qui consiste à se jeter dans le vide vêtu d'une combinaison ailée qui se gonfle d'air. Un sport particulièrement répandu en Norvège. C'est dingue. Hello. Et c'est impressionnant. Hello. Hello. C'est impressionnant. Et il y a quelle hauteur là sur la pique? Parce que c'est vertical. Il y a environ 1000 mètres. La falaise mesure 300 mètres à pic. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est descriptible quand on vole comme ça au milieu de cette nature? C'est vraiment un endroit merveilleux. Il y a des fjords qui entrent partout, les eaux sont pures, il y a des lacs, des glaciers derrière. Il y a tout ce que la Norvège a à offrir ici. C'est le top de la liberté, de voler comme ça, comme un oiseau. On ne peut pas être plus libre. Le top de la liberté. The top of freedom. Yeah, top of freedom. Just watch me. Allez, vous me regardez et vous faites le prochain saut? Absolument non. Never. Jamais. On y va? Let's go. Mon voyage en Norvège, sur la route des fjords, va donc commencer dans le ciel. Vu d'en haut, c'est un spectacle auquel je ne m'attendais pas. Des décors irréels, des images puissantes. C'est vraiment un autre monde. C'est un monde de glace, de fissures énormes, de crevasses, de colonnes qui s'effondrent. Regardez ce spectacle, c'est dingue. Et dans cet univers fantastique, avec Sébastien, mon guide, je réaliserai même un rêve d'enfant, arpenter un glacier, l'un des plus grands d'Europe. Oh, ce bleu, ce bleu. Regardez ça, c'est incroyable. On a l'impression de pouvoir se glisser dans la mer, une mer qui serait immobile. Et je poursuivrai mon voyage sur la route de l'Atlantique, une route qui bondit d'île en île, et de ponts majestueux en paysage du bout du monde. Et la Norvège, c'est aussi la ville. À Trondheim, Sophie, une Française qui vit ici depuis 25 ans, a choisi le vélo pour me faire humer l'ambiance et essayer un drôle d'engin. Ça, c'est quoi cette machine-là? Alors là, c'est l'ascenseur à vélo. J'y vais? La jambe tendue. C'est pour ça que j'y arrive pas. Dans ce pays où l'on est le plus heureux au monde, on ne fait pas les choses à moitié. Les surprises ne manquent pas. À Alesund, pour célébrer l'arrivée de l'été, on élève de gigantesques tours de 30 mètres de haut. Ça commence à devenir étroit ici. On sent que ça bouge quand on saute. Et pire encore, on y met le feu. La Norvège, c'est le feu, la glace, mais aussi et surtout la mer. Elle occupe une très grande place dans le cœur des Norvégiens, et particulièrement dans les îles Lofoten, lors des championnats du monde de pêche au cabillaud, avec ses fidèles parmi les fidèles. Nous sommes les Magic Ladies of the Fish. Nous venons depuis 2003. C'est notre 14e année. Être norvégien, c'est vivre grâce, avec et pour la nature. Une vie
au grand air, aucun Européen n'entretient un rapport aussi fort avec les grands espaces. Et ici, on a même un mot pour ça. Friluftsliv. Freedom of nature, or freedom to be in nature. La côte norvégienne est extrêmement découpée, tortueuse, complexe. Mis bout à bout, c'est plus de 100 000 km de baies et de côtes, soit 2,5 fois le tour de la Terre. Et vu du ciel, c'est un spectacle hors norme. Oh là là. Alors la Norvège, c'est d'abord une succession de paysages, de fjords, de montagnes, de mers, des couleurs, le bleu, le vert, le noir. Il y a quelque chose de très impressionnant quand on arrive ici. C'est d'ailleurs assez difficile de dire ce qu'on ressent quand on est là au début, parce que c'est un peu des paysages de légende. C'est la terre des Vikings. Il y a un truc particulier, il y a un peu de l'âme des Vikings qui flottent ici. Et je vais vous présenter un descendant des Vikings, Sébastien. Il connaît parfaitement son pays, c'est un marcheur, c'est un sportif, c'est un guide. Et il y a combien de fjords dans toute la Norvège? Il y a 1 millier de fjords, à peu près. Alors, comment on peut décrire exactement ce que c'est? C'est l'océan qui se faufile à travers la Scandinavie. Ce sont des bras de mer qui tournent, serpentent partout dans le pays. Ils s'enfoncent très profondément. Donc ça veut dire que là, en dessous de nous, on a l'impression que c'est des lacs de montagne, mais pas du tout. C'est de l'eau salée. Oui, l'eau qu'on voit juste là, c'est l'eau de l'océan. Chaque fjord, c'est un peu comme un monde à part, un monde isolé, parce que la mer rentre dans les terres, comme ça, comme entre les doigts, mais entre les fjords, ce sont des montagnes très élevées, qui fait qu'il est très difficile de communiquer d'un fjord à l'autre. Regardez, on peut voir le glacier là-haut. C'est ce glacier qui est à l'origine du fjord de la vallée que nous survolons. Le glacier a creusé, érodé la montagne et créé ces profondes vallées. C'est très beau. On est en train de grimper petit à petit et d'arriver au-dessus du glacier. Et là, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. C'est un monde de glace, de fissures énormes, de crevasses, de colonnes qui s'effondrent. Regardez ce spectacle, c'est dingue. Ah oui, c'est fou. C'est une autre planète. On est toujours en Norvège, mais c'est une autre planète. Et ce glacier, il est vraiment important? Le Jostedal, c'est le plus grand glacier d'Europe continentale. Il est énorme. Mais il est grand comment? Il fait plus de 480 km². Oh là là là, quel spectacle! Est-ce qu'il y a des Norvégiens qui viennent se promener là? Parce qu'il n'y a personne. Oui, bien sûr. Avant, les gens marchaient beaucoup. Ils passaient par le glacier pour rejoindre les vallées, pour faire du commerce et se marier. Et ça devait être très difficile de marcher au milieu de cette neige, de ces crevasses, de ce glacier. Ça devait être très rude. Et les gens étaient très forts pour vivre dans cet environnement. Est-ce que c'est ça qui a rendu les Vikings aussi forts? Oui, je pense que nos montagnes scandinaves, la rudesse du climat, y sont pour beaucoup. Il faut apprendre à survivre pendant les 6 mois d'hiver. Ici, la glace a sculpté les caractères et forgé les paysages. J'ai très envie d'aller voir au sol comment tout cela se passe, comment les fjords se creusent. Sébastien m'emmène dans un fjord façonné par le puissant glacier Jostedal. Pour rejoindre l'un des 50 bras du glacier, il faut prendre un bateau.
petite langue bleue là qu'on aperçoit entre les montagnes. C'est une petite langue qui vient d'un autre monde au milieu de la verdure de la montagne qui apparaît. Hop. What we see now, Ce que vous voyez là représente l'ongle de mon doigt. Et ça, c'est le glacier. Le glacier et l'eau froide. Et ce glacier là, c'est lui qui a creusé ce relief là dans lequel on est. Il a creusé de combien? Il a creusé d'environ 1000 mètres dans la montagne et a façonné la vallée dans laquelle on est. C'est une puissance extrême qui érode la montagne. Et vous faites bien le glacier. J'ai l'habitude. Yeah, voilà. C'est étonnant, on dirait que le rocher tout entier, c'est comme un gros galet qui a été roulé dans l'océan. C'est le mouvement du glacier qui, en déplaçant les pierres, a poli la roche comme du papier de verre. Et ça donne cette surface très douce. C'est doux. C'est vraiment très lisse. C'est étonnant, c'est doux. C'est complètement poli par le glacier. Mais alors, il y a un truc moi que j'ai jamais compris. La glace. Moi, si je frotte de la glace chez moi sur une table ou sur un meuble, ça polit rien du tout. Alors pourquoi un glacier polit des rochers? Il faut de la glace et du sable en dessous. Et aussi des cailloux. Et là, la glace. Sous la glace, il y a plein de petites pierres. Ça travaille comme du papier de verre. Ce qu'on voit là, c'est magnifique. Hein. Ce qu'on voit là, c'est un glacier en plein boulot, en fait. Un glacier en train de creuser la roche. Yeah. C'est attractif. Encore une bonne heure de marche. La glace est toujours plus loin qu'il n'y paraît. Mais le meilleur reste à venir. Pour la première fois, je vais gravir un glacier. Et ça ne s'improvise pas. Greta nous attend pour compléter la cordée. Bonjour. Il faut être 3, c'est obligatoire pour des raisons de sécurité. Ok. Here we go. Alors, on y va. On grimpe sur la glace. Gardez la distance entre nous, celle de la corde. Alors, il y a un escalier dans le glacier? Oui, on doit en creuser dans les pentes les plus raides. À la main. Pour qui? Enfin, où? Pour nous. Pour pouvoir grimper ici. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est beau. On a l'impression de marcher de découvrir l'intérieur de son freezer. Oh, ce bleu. Regardez ça. C'est incroyable. On a l'impression de pouvoir se glisser dans la mer, mais une mer qui serait immobile. C'est beau. Je suis sûr que ceux qui font de la plongée reconnaissent ce que je veux dire là. C'est le monde du silence, mais froid. Et il n'y a pas des gens qui se sont fait écraser par de la glace un jour, qui se sont fait tomber dans des crevasses? Oui, ça arrive parfois. Really? Il y a des gens à l'intérieur de ce glacier. Ah oui, vraiment? Oui. Ça fait un peu peur, non? Oui, ça fait peur. Mais la réalité est effrayante. Bon, ok, on va pas trop réfléchir, hein?
ce bras du glacier Jostedal est un des rares qui soit relativement facile d'accès en Norvège. Mais il n'y a pas que les marcheurs et les intrépides qui s'aventurent ici. Le glacier, c'est aussi un lieu de travail. C'est le cas pour Hallgeir, que l'on a rencontré en plein boulot avec ses drôles d'instruments. Hey! Bienvenue. Ça va? Et vous savez que c'est quand même pas banal de voir quelqu'un avec une petite chaudière comme ça, tout seul sur un glacier. C'est un petit peu bizarre. Ouais. Mais je suis glaciologue. Je me prépare à percer la glace et y mettre un piquet. Un piquet? Oui, pour mesurer la fonte de la glace et les mouvements de la glace. On utilise une perche de 4 mètres que l'on plante dans la glace. Quand le glacier fond, la partie du piquet qui dépasse est plus grande. Donc, en mesurant l'écart, on peut mesurer de combien la glace a fondu sur une période donnée. Et donc vous venez mesurer le glacier régulièrement? Oui, on fait 2-3 relevés pendant l'été. Ah ouais, qu'est-ce que c'est la fumée qui sort là? What is it? C'est de la vapeur. Can you show Vous me? pouvez me montrer? Ah, d'accord. Ah, c'est de la vapeur, ok. Donc ça, c'est un découpe glacier. Ouais, on le plante dans la glace. C'est une machine spécialement faite pour ça. Ah, ok. Ouais, ça marche bien là. Je peux essayer? Il y a quand même des inventions dingues sur cette planète. Il y a quand même un gars qui a mis au point une perceuse à glacier à vapeur. Ah oui, là, ça avance bien. Hein. Ça fond vite un glacier en fait, on dirait pas. Et vous avez un métier incroyable quand même, venir faire des trous sur les glaciers, étudier ces montagnes de glace. C'est rare. Vous savez, on aime vraiment être dans la nature. C'est très important pour nous. J'aime les glaciers. Et pourquoi vous aimez les glaciers? Ils font partie de la beauté des paysages. Ils ont l'air solides, stables. On les pense figés là, mais ils sont en mouvement. Ils changent. C'est fascinant. Et pourquoi c'est si important de mesurer la fonte des glaciers? En Norvège, nous avons environ 3000 glaciers et nous en mesurons une dizaine. Donc quand on constate qu'ils ont diminué, c'est qu'il y a eu des changements. Et ça change vraiment? Oui, nous avons des étés plus chauds, des printemps, des automnes plus chauds. Les périodes de fonte sont donc plus longues. Et quand le climat se réchauffe, les glaciers rétrécissent. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le paysage qui démontre, qui prouve ce changement climatique? Le glacier était plus gros avant. Vous voyez, le lac devant le glacier, il n'existait pas en 1930. Le glacier a reculé d'environ 2 km en seulement 40 ans. Ah mais c'est incroyable, ça va très très vite. Regardez la montagne ici. La partie la plus claire du rocher était couverte de glace et a été érodée par le glacier récemment. Quand ça? Dans les 20 dernières années. Cette énorme surface était couverte de glacier il y a 20 ans. Ouais, Mais ça va très très vite. ouais, très vite. Il y a ici une relation très, très particulière avec cette nature aussi puissante, aussi présente. D'ailleurs, il y a un mot en norvégien pour expliquer cette relation particulière des habitants du pays avec la nature. Friluftsliv. 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 Être libre dans la nature. Alors, pour essayer de comprendre ce Friluftsliv. voilà, ça. Eh bien, je vous propose de suivre deux Norvégiens, deux Norvégiennes très exactement, sont des citadines au départ, qui habitent à Oslo. On l'a sous les yeux et pourtant on peine à la trouver. Oslo a beau être la capitale, elle se cache au milieu de la verdure. D'ailleurs, les Norvégiens cultivent un rapport singulier à la nature. Ici, les rats des villes ne pensent qu'à prendre la clé des champs. Et le week-end venu,
il plie tout ce bagage. We have Friday, 3 meals on Friday, 3 meals on Saturday, and then maybe 2 meals on Sunday. Yege et sa sœur Stine sont des citadines qui ne supportent pas de vivre entre quatre murs. Alors toutes les semaines, hiver comme été, elles partent dans la nature. Aujourd'hui, elles préparent une aventure de 3 jours, en autonomie totale, loin de toute civilisation. This one? Is that all? Yeah. You don't have a warm wool sweater? No, I have 2 thin. I have this one, and then I have this one. You should bring one. It is an expression. On a un dicton en Norvège qui dit Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. And it really means that. Ça veut dire il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. En fait, cette expression, elle dit à tous les Norvégiens de se lever de leur canapé, de sortir de chez eux et d'aller profiter de la nature. C'est quelque chose de très important dans notre culture. Okay, 77.8. And this is before I eat all the chocolate. So it's almost 20 kilos. This is the Norwegian way of. C'est la façon norvégienne de se détendre. C'est lourd quand même. Les 2 sœurs vont laisser leur famille et le confort de leur foyer pour 3 jours d'aventure. Mais ce soir, elles ne vont pas loin. Ja, det blir kjempefint å sove her nå. Nå det faktisk nesten solnedgang. Så fantastisk. Det helt utrolig fint. Leur première étape n'est qu'à 15 minutes de chez elles. Un petit coin de verdure sur les hauteurs d'Oslo. We can actually see the place where I live. Yeah, that's true. Just over there. Yeah. So it's not far. Pour moi, c'est plus reposant de dormir dans les bois. Parce que mes enfants se réveillent souvent la nuit. Donc quand je dors dans les bois, j'ai une vraie nuit de sommeil. En Norvège, passer du temps dans la nature est plus qu'un loisir. C'est un art de vivre, presque une philosophie. Le friluftsliv, c'est la vie au grand air. Parfois, on est tenté de rester à la maison, surtout quand il pleut ou qu'il fait froid. Mais on n'a jamais regretté d'aller dormir dehors. Demain, elles quitteront les lueurs de la ville pour de bon, en quête d'une nature beaucoup plus sauvage. Leur destination, le Narøyfjord, à 5 heures de route d'Oslo. Avec un seul habitant au kilomètre carré, ce fjord est un endroit idéal pour se retrouver seul dans la nature. Les 2 sœurs vont l'explorer pour la première fois. Leur objectif, atteindre son point culminant, le Bredskrednosi, à 1200 mètres. Là-haut se trouve l'un des plus beaux panoramas de Norvège. Mais pour Stine et Yege, l'aventure commence au niveau de la mer. Je peux pas m'empêcher de sourire tellement c'est beau. Vous savez, ce fjord ne fait que 200 mètres de large à certains endroits. C'est très étroit.
Et les versants de ces montagnes sont si raides que c'est vraiment spectaculaire. C'est peut-être le plus beau fjord de Norvège. On est très loin de l'océan ici. Les courants ne rentrent pas dans cette partie du fjord. Donc c'est assez simple de ramer ici. La seule chose à laquelle on doit faire attention, c'est le passage des bateaux. Les fjords ont toujours été des canaux de circulation essentiels en Norvège. Déjà au temps des Vikings, qui s'en servaient pour remonter loin, à l'intérieur des terres. Encore aujourd'hui, certains hameaux ne sont accessibles que par la mer, comme Dirdal. Ici, la plupart des maisons sont des résidences secondaires, occupées seulement pendant l'été. C'est ici que les jeunes femmes doivent débuter leur marche. En Norvège, le libre accès à la nature est un droit reconnu à tous les citoyens. La loi autorise ainsi quiconque à traverser une propriété privée sans demander la permission au propriétaire. Et même à y camper une nuit, à condition de rester à distance des habitations. C'est une loi très importante qui nous permet de pratiquer le friluftsliv. Mais en contrepartie, il faut laisser la nature telle que vous l'avez trouvée. Beaucoup de Norvégiens ont le sentiment que la nature est leur bien commun. Donc ils veulent y passer du temps, mais aussi ils veulent en prendre soin. La magie des paysages ferait presque oublier que la montagne norvégienne est un terrain hostile. À partir de maintenant, il n'y a ni réseau téléphonique, ni sentier balisé. Les sœurs ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Leur marche ne sera pas interrompue par la tombée de la nuit. À cette époque en Norvège, les jours sont interminables. Ce n'est qu'aux alentours de minuit que Yege et Stine dressent leur camp. Dès leur plus jeune âge, elles ont appris à se débrouiller seules, dans la nature. Le friluftsliv est une tradition dans leur famille. Nos grands-parents ont réussi à nous apprendre à aimer passer du temps dans la nature. Vous n'avez pas besoin d'avoir un but pour aller dans la nature. Vous n'avez pas besoin de grimper la plus haute montagne, faire la marche la plus longue. Vous pouvez simplement vous asseoir au bord d'un lac et, comme aujourd'hui, regarder la réflexion des montagnes dans l'eau. Il n'y a personne au monde qui vit la même chose que nous en ce moment même. C'est unique en quelque sorte. Et partager ce moment avec ma sœur, c'est génial. C'est gentil de dire ça.
Le lendemain, les deux sœurs attaquent l'ascension du Breiðskreddnossi par le versant nord. Nous sommes à la fin du mois de mai, mais à cette altitude, le printemps commence à peine. On ne peut pas vraiment marcher sur les parties enneigées. Je pense que ce serait trop glissant dans une pente aussi raide. La neige en ce moment est vraiment humide. Alors si on marche sur le manteau neigeux, on va passer à travers. Donc il vaut mieux se frayer un chemin entre les plaques de neige. Det blir brattere, altså. It's steep off this hill. So you can definitely feel the weight of the backpacks. Et le dernier kilomètre ne va pas être le plus facile. Det måtte jo bare skje. Kan du gå foran og hjelpe meg? Ok, 1, 2. Oi, ikke dra så hardt! Shit. Ja. Skal jeg gå først litt, eller? Jeg føler at... Jeg den som liksom... Passer le col, c'est une étendue blanche qui attend les deux jeunes femmes. Oh mon Dieu. Fy søren. C'est magnifique. Det var fint. Herregud. C'est fou comme c'est beau. C'est dingue de penser que la randonnée a commencé là, en bas. C'est Dirdal là-bas, hein? Non, c'est le village de Baka. Tusen takk for turen. Det var koselig. Ble du rørt? Ja. Ble du? Ja, jeg ble kjempeglad. Je me sens fière de l'avoir fait, d'être arrivée jusqu'au sommet, et puis fière de vivre dans un pays aussi beau. Et ça, ce n'est qu'une montagne. Maintenant, je veux vraiment aller voir le fjord d'à côté. Avec le Friluftsliv, les Norvégiens cherchent peut-être à montrer leur gratitude envers la nature. Et pendant que Stine et Hege savourent encore un peu le panorama, je vais vous emmener dans un fjord où l'ambiance est totalement différente. Voici Trondheim, la 3e ville du pays. Et c'est Sophie, une Normande, professeure de français à l'université, qui va me la faire découvrir. Bonjour. Bonjour. Elle vit ici depuis 25 ans dans cette cité qui fut la première capitale de la Norvège entre le XIe et le XIIIe siècle. Trondheim a marqué l'histoire du pays. Les terribles vikings et leurs bateaux qui partaient à la conquête du monde, eh bien, beaucoup partaient de cette région. Aujourd'hui, Trondheim est plus paisible. Elle compte 200 000 habitants et 30 000 étudiants. C'est une ville plutôt jeune et la capitale du vélo en Norvège. Donc vous voyez, toutes les maisons là sont en bois, que ce soit à droite ou à gauche, peintes de différentes couleurs.
Et ça, mignon, c'est vraiment sympa, oui. Et il n'y a pas de volet? Non, il n'y a pas de volet et les fenêtres sont contre le mur. Donc les plantes sont à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur de la maison. Et en les fenêtres sont au ras du mur. Ouais, voilà. Ça. Et en hiver, ça donne beaucoup plus de luminosité. Oui, mais alors on voit partout chez le voisin. Oui, mais alors en tant que Norvégien, on ne regarde pas chez le voisin. Ah bon? Oui, moi je suis française, alors je regarde quand même. D'accord. Et vous êtes mal vue de tout le quartier? Non, non, je suis discrète. C'est vrai que ça donne envie de regarder. Mais oui, puis surtout quand on est dans un bus où on n'a rien d'autre à faire que de regarder. Et donc les gens, ils ne regardent pas, ils sont comme ça? Bah oui, non, ils ne regardent pas. Bon. Mais c'est mignon, il y a une atmosphère bizarrement, alors qu'il fait plutôt frais, chaleureuse. Oui, c'est kuuseli. C'est comment? Kuuseli. C'est-à-dire? Kuuseli, c'est un terme norvégien qui veut dire chaleureux, cordial. Mais il n'existe pas en français, on n'arrive pas à trouver une traduction en français. C'est un mot norvégien qui explique quand on est au coin du feu, la neige tombe dehors, on est avec des amis, on est bien. Rien ne peut nous atteindre. Et alors, la question que tous les Français doivent vous poser, c'est est-ce que vous avez froid? Oui, il fait froid, mais on se gèle pas. Parce que les maisons sont très bien conçues, très bien isolées. Toutes les fenêtres sont bien en double ou triple vitrage. Partout? Oui. Et alors, quand on dit qu'il fait froid l'hiver, il fait combien ici à Trondheim? À Trondheim, il fait -5 à peu près. Donc il ne fait pas très très froid. Ah oui, c'est pas terrible. Ah non, non, parce qu'on est à côté du fjord. Donc à Oslo, il fait beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus sec. Et oui, et les fjords sont réchauffés par le Gulf Stream. Voilà, exactement. D'accord. Donc nous, -5, bon, -10. Je crois que le pire, c'était -24, mais une fois. Ah oui, donc c'est pas si effrayant. Non, non, non. Avec les bons vêtements, tout va bien. Et alors, est-ce que le froid joue sur la nature des relations entre les gens? Oui, dans le sens où en hiver, on ne se voit pas. Enfin, on ne voit pas les voisins, on ne voit personne dans la rue quand il neige ou quand il fait froid. Ah d'accord, donc on est tout seul? Ouais. Super. Mais d'un autre côté, il y a une... Il y a une entraide naturelle. Ah oui, à ce niveau-là, oui. Ça, c'est quoi cette machine-là? Alors là, c'est l'ascenseur à vélo. Ça marche bien, ça? Oui, ça marche très bien, mais il faut avoir la technique. Et moi, je ne l'ai pas du tout. Ah bon? Ah non. Bonjour. Comment vous faites? Bonjour. C'est comme un remonte-pente, comme un tire-fesse, mais au pied. Ouais. Et c'est dangereux? Er det farlig? Mange som har falt av. Il y en a beaucoup qui sont tombés. De fleste kommer halvveis opp, og så faller de av, tror jeg. Il y en a beaucoup qui arrivent à la moitié de la côte et qui tombent. Ah bon? Oui. Det er ganske tungt. C'est très, très lourd. Hein. Oh là là! C'est dingue, ça. Oui, vous voulez essayer? Moi, ça me tente. Donc la jambe doit être bien tendue, celle-là pliée, un petit peu penchée en avant et un petit peu penchée le poids du corps sur la jambe tendue. Ah bon? Puisque c'est elle qui va vous pousser. C'est pas rassurant. Non? J'y vais? Oui. Allez. Attention, ça va partir. La jambe tendue, mais il faut prendre des cours. C'est pour ça que j'y arrive pas. Il y a quelle proportion de la population qui y arrive? Je sais pas. Moi, je préfère monter la porte à pied. C'est vrai? Parce que j'y arrive pas. À pied, ça me paraît pas mal. Ah, c'est... Allez, on va faire à pied, c'est super. Là. À pied, c'est génial comme méthode. Oui, ça change un petit peu. Oui, parce qu'en plus, ça grimpe bien. Well, it's time to begin as the sun sets in as the scene set for new lovers. You play a part painting and you start by each gate will open another. On dit que c'est le pays où on est le plus heureux au monde. Vous le ressentez vraiment, ça?
sentez ce bonheur? Oui, les Norvégiens sont heureux de vivre. Vraiment? Ah oui, je trouve. Il y a des personnes qui ne seront jamais contentes de toute façon. Mais en général, oui, ils sont heureux. Et sur quoi ça repose? Sur la famille déjà. Les enfants sont heureux. Les enfants ne sont pas stressés. Donc obligatoirement, les parents sont moins stressés aussi. Et pourquoi les enfants ne sont pas stressés? Parce que l'école ne leur met pas la pression. On jauge toujours le côté positif déjà. C'est très difficile pour un professeur d'expliquer ce qui est négatif. Il va au contraire souligner ce qui est positif chez la personne. Même si la personne sera pas l'enfant ne sera pas obligatoirement scolaire, on va parler de ses bons à côté, quoi. C'est très créative, très enthousiaste. Et ça, vous pensez que ça participe au bonheur global? Oui, parce que ça fait des enfants heureux, donc des ados bien dans leur peau. Et puis des adultes heureux aussi. Il n'y a pas trop de chômage, donc il n'y a pas cette peur non plus de... Et ça compte beaucoup. Ben oui. Et au niveau du statut aussi, il n'y a pas cette différence entre les classes sociales comme on peut avoir en France. Alors qu'ici, que je sois plombier ou que j'enseigne à l'université ou chercheur ou quoi que ce soit, on a la même valeur en tant que personne. Donc pas trop de moi-je? Ah non, pas du tout. Et puis de toute façon, c'est mal vu. Il y a une expression qui dit on ne doit pas se faire mousser. Non? Non, les autres peuvent le faire, mais pas soi-même. Ah ouais. Donc on peut pas. C'est des fois même un peu frustrant de dire oh là, j'avais ce travail-là. Ouais, génial, j'ai bien réussi. Non. Faut pas faire ça. Non. On n'a pas le droit de se faire mousser. Ah ouais. Ouais. Et chez nous, ce serait un peu le contraire. Oui. Il faut être humble en Norvège. Ouais. Donc l'humilité comme secret du bonheur. Peut-être, oui. Humble, mais sachant tout de même faire sortir de terre quelques merveilles. À Trondheim, l'un des plus beaux édifices, c'est la cathédrale. La cathédrale Nidaros, fondée au XIe siècle et reconstruite à maintes reprises. Là voilà. Alors en France, on en a des très belles, des cathédrales médiévales. On a Amiens, on a Reims, Notre-Dame de Paris et plein d'autres. Mais alors celle-là, c'est la cathédrale médiévale la plus au nord du monde. Pour les Norvégiens, c'est un lieu extrêmement important. C'est ici que les rois sont consacrés, aujourd'hui encore. La cathédrale a été érigée là où fut enterré le roi Olaf. Olaf était un guerrier viking converti au christianisme et qui diffusa et imposa cette religion à toute la Norvège. Il devint plus tard Saint Olaf. Et donc, Olaf, il serait là, mais on ne sait pas où. Parce que lorsque la Norvège est devenue protestante, vénérer les saints, c'était plus trop bien vu. Donc on a retiré Olaf pour quand même, plus tard, le ramener pour l'enterrer peut-être quelque part, ici, caché. Et on ne sait toujours pas où il est. Et la seule qui se souvient de la dévotion pour Olaf, parce qu'on venait en pèlerinage de toute la Norvège et même de bien au-delà, la seule qui se souvient, c'est la pierre. La pierre qui a servi à construire la cathédrale, elle s'appelle la pierre à savon. C'est une pierre douce, lisse, comme ça, et surtout qui absorbe la graisse. Et donc, les milliers de mains, les dizaines de milliers de mains de pèlerins qui sont venus là comme ça, observer Saint Olaf, ou du moins ce qu'il en restait, elles ont marqué, elles ont imprégné la pierre de traces noires comme ça. Et il y en a partout, tout autour. Alors en Norvège, on aimerait bien retrouver Olaf. Et même ici à Trondheim, il y a un grand débat. Est-ce qu'il faut tout casser, tout ouvrir, gratter le sol pour essayer de retrouver Olaf?
ou alors au contraire, garder le mystère. La Norvège, c'est le pays des légendes. Et ici, parfois, les rêves les plus fous se réalisent. Voici ce qu'il se passe chaque année, précisément le 24 juin, dans la petite ville d'Alesund. Depuis le temps des Vikings, il marque la sortie des ténèbres de l'hiver et célèbre le retour du soleil. Les feux de joie illuminent toute la Norvège à la nuit de la Saint-Jean, le 24 juin. Mais aucun n'est aussi grand que le feu d'Alesund. Chaque été, on lui fait côtoyer les cieux, car ici, on craint le feu autant qu'on le célèbre. Le Slingringsballet est le plus grand feu de joie au monde. Un mois plus tôt, les jeunes du quartier de Slining sont déjà à pied d'œuvre. Le feu de joie, c'est leur affaire. Ils ont tous moins de 20 ans et c'est après l'école qu'ils rejoignent le chantier. Sånn her. Litt til. Opp, litt til da. Litt til. Du haut de ses 18 ans, Andreas est le chef du feu pour la première fois cette année. Cet après-midi, il supervise la livraison de 700 palettes offertes par une pêcherie de la ville. Les pêcheries doivent payer en général des intermédiaires pour se débarrasser de ces palettes, une fois qu'elles ont été utilisées. Donc cela leur coûte moins cher de nous les donner. Ces palettes-là, par contre, elles coûtent assez cher. Mais les pêcheries acceptent de nous les offrir. On a plutôt de la chance. En tout, c'est près de 15 000 palettes qui sont vouées à partir en fumée le soir de la Saint-Jean. Il reste à Andreas et son équipe un mois pour construire une tour de plus de 30 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Et sans l'aide d'aucune grue, comme le veut la tradition. Ça pèse combien? Je sais pas, 15-20 kilos. Ça dépend. Celles-là sont très faciles. Mais celles-ci sont vraiment lourdes. Mais c'est ça qui est drôle. Ça nous fait faire de l'exercice. Mais ça nous flingue le dos. C'est un travail d'homme. À la force des bras. À Alesund, on construit des feux depuis le 19e siècle. Et depuis, ils n'ont fait que grandir. Pourtant ici, personne n'est architecte ou charpentier. Les savoirs se transmettent de génération en génération. Nikolai est un vétéran du feu. Il est venu conseiller Andreas aujourd'hui. T'as besoin de plus de monde ici. Ce sera plus facile et tu construiras plus vite. Tu vas rester ici, toi? Oui, je viendrai vous aider. Et puis d'autres personnes vont venir aussi. Ouais, j'espère. De mon expérience, chaque année, il y a des jours où on est censé construire 2 à 3 mètres. Et il n'y a personne sur le chantier. Ça, ce sont les pires journées. Vous sentez que vous allez jamais finir. Et là, vous déprimez un peu. Beaucoup de gens comptent sur nous. Toute la ville aura les yeux rivés sur le feu.
J'aurais vraiment la honte d'être le premier à ne pas réussir à perpétuer la tradition. Heureusement, une nouvelle recrue vient d'arriver. Oscar a 14 ans, il n'a encore jamais participé au feu. Tu peux monter les rejoindre si tu veux. Ils sont en train d'aligner les palettes. Attends un peu ici, ils vont venir te chercher. L'oncle d'Oscar est un ancien chef du feu. C'est lui qui l'a poussé à venir. J'ai vraiment hâte de commencer. Ça fait longtemps que je voulais venir, mais j'ai jamais vraiment osé jusqu'à maintenant. Ça a l'air cool, et c'est l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes et de construire un truc dingue que tout le monde va venir admirer. Si aujourd'hui, toute la ville célèbre le feu de Slinings, c'est parce qu'il a surpassé tous ses concurrents. Car dans les années 60, chaque quartier d'Alsund avait son propre feu. On en comptait une vingtaine. La Saint-Jean donnait alors lieu à une compétition dans laquelle s'affrontaient les bandes d'enfants des différents quartiers. Une guerre des boutons, version norvégienne. Ce jeune garçon à lunettes et au béret noir s'en rappelle encore 50 ans plus tard. On travaillait aussi sérieusement que ces garçons. Mais nous, on était divisés en bandes et on allait voler du bois souvent au même endroit. Alors il fallait se battre pour ça. Ça avait le prix qu'on était prêt à mettre. Parfois un cocard, une paire de lunettes cassées. Mais le but était d'avoir le plus grand feu, ou plutôt le feu qui dure le plus longtemps. Moi, mon feu n'a jamais gagné. Mais on était les meilleurs. Einar Gustafsson connaît l'histoire d'Alsund comme personne. Il sait à quel point la ville entretient une relation particulière avec le feu. Une histoire qui a tragiquement débuté une nuit de janvier 1904. Tout ce que vous voyez ici a brûlé cette nuit-là. Personne ne sait comment l'incendie est parti. Je suspecte que ce soit une fête dans un entrepôt qui soit à l'origine du feu. C'était un accident. 857 maisons ont brûlé, presque la ville entière. Mais après l'incendie, Alsund va renaître de ses cendres. La reconstruction de la ville est une priorité nationale pour la Norvège, qui vient d'acquérir son indépendance. En à peine 3 ans, de jeunes architectes façonnent un tout nouveau visage à la ville. Ils s'inspirent du style à la mode en Europe, l'Art nouveau. Ils reprennent ses motifs floraux, ses lignes courbes, mais y ajoutent une touche typiquement scandinave. Vous pouvez retrouver ces motifs sur les anciens navires vikings. Ils les ont copiés. C'était très important pour les architectes de donner à la Norvège une nouvelle identité. On venait de virer les Suédois, et la Norvège était indépendante. Il fallait que l'on construise notre propre culture. Et cela a commencé ici, à Ålesund, avec cette architecture et ces décorations faites de motifs inspirés des contes, des trolls et des vikings. Ålesund est aujourd'hui considérée comme l'une des plus belles villes de Norvège. Ici, on sait que le feu peut être un désastre, qu'il détruit, mais qu'il régénère aussi. Un mois a passé et le feu de joie de Slinning a pris de la hauteur. À la veille de la Saint-Jean,
Il mesure près de 25 mètres de haut. Il ne reste à l'équipe plus que 12 heures pour construire les derniers mètres. Heureusement pour Andreas, du renfort est arrivé ces derniers jours. Près de 30 personnes travaillent désormais sur le chantier. Andreas, lui, ne descend presque plus du sommet. Ça commence à devenir étroit ici. On sent que ça bouge quand on saute. Ça fait un peu peur. Malgré la hauteur, les conditions de sécurité sont plus que rudimentaires. Au sommet, aucune ligne de vie ne retient ces jeunes équilibristes. La meilleure sécurité, c'est celle que vous avez là. Il faut savoir ce qui est dangereux. Et savoir comment grimper. Et c'est suffisant? Oui, si vous connaissez vos propres limites et les limites du feu de joie, c'est suffisant. Personne n'est jamais mort ici. C'est vrai que c'est assez dingue. Oscar, le jeune débutant, a pris de la hauteur lui aussi. Il a désormais le droit d'escalader le feu de joie en compagnie de son tuteur. Oscar travaille sous les yeux de ses oncles et de son père. Tous vétérans du feu, ils sont venus soutenir l'équipe dans les derniers instants. Il me rappelle moi, à son âge. Un peu curieux, toujours à la recherche de nouvelles choses à réaliser. On apprend beaucoup ici. On repousse ses limites. C'est une bonne expérience. Mais j'aime pas le voir là-haut. Qui veut des pizzas? Au début, quand j'ai commencé, je ne me sentais pas vraiment intégré à la bande, parce que j'étais le plus jeune. Mais maintenant, je me sens plus à l'aise, et je suis fier de ce que je fais. C'est plus qu'un feu de joie. C'est une fraternité. C'est exceptionnel. L'équipe du Slingings Ballet va travailler toute la nuit. Les plus vaillants resteront plus de 8 heures, perchés sur le feu de joie. Ce n'est qu'au petit matin que la toute dernière pièce est posée. La tour culmine finalement à 36 mètres de haut. Andreas a dépassé son objectif. Beaucoup de gens disent que c'est mon feu et viennent me féliciter. Mais ce n'est pas mon travail, c'est celui de tout le monde. C'est un vrai travail d'équipe. Comment tu te sens? Je sais pas. C'est dur à dire. Là, je veux rentrer chez moi et dormir. Mais ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. 2 mois de travail. Terminé.
Andreas n'aura pas beaucoup de temps pour contempler son œuvre avant qu'elle ne parte en fumée. Quelques heures plus tard, toute la ville se rassemble déjà pour assister à la mise à feu. Les plus chanceux sont venus en bateau pour profiter de la meilleure vue. Andreas écoute les ultimes conseils d'Alexander, le chef de l'année dernière. Dès que vous mettez la mèche dans le tonneau, vous entendez que ça s'allume. Vous devez faire attention car ça peut partir d'un coup. Et c'est pas cool. Le plus important, c'est votre sécurité. Il vaut mieux remonter pour rallumer la mèche si besoin, plutôt que de prendre des risques. Vous êtes prêts ? Ouais. Allez, on y va. Pour que l'édifice brûle entièrement, sans risquer de s'effondrer, le feu doit être lancé depuis le sommet. Andreas et ses coéquipiers vivent leur moment de gloire et ne manquent pas de l'immortaliser. Jasper, tu nous fais un sourire? Regarde en haut. Regarde vers le haut. Mais une fois la mèche allumée, il ne s'attarde pas. Dans quelques minutes, la température atteindra plus de 1000 degrés. C'est assez étrange. Après avoir autant travaillé et passé tant de temps à le construire, de le voir partir en quelques heures. Mais c'est cool de le voir brûler. Un jour, j'espère devenir chef du feu, pour continuer la tradition de ma famille. Comme mon père et mon oncle l'ont été, j'espère que je serai chef dans quelques années. Et je voudrais battre le record du monde. Je voudrais le construire encore plus haut. Ici, les traditions restent fortes. Et si en Norvège, les rêves sont permis, c'est aussi parce que l'économie du pays va bien, grâce à une découverte décisive. La découverte d'énormes gisements de pétrole et de gaz en mer du Nord à la fin des années 60. L'or noir a tout changé. La Norvège était alors l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Il est aujourd'hui l'un des plus riches du monde. Alors l'or noir, il faut aller le chercher et pour ça il faut des plateformes pétrolières, une forêt de plateformes pétrolières sur lesquelles travaillent des centaines d'hommes et de femmes, parfois dans des conditions assez rudes et voire même dangereuses quand une vague énorme recouvre la plateforme ou lorsqu'il y a une explosion ou un incendie. Et dans ce cas-là, il faut évacuer à toute vitesse et il faut savoir faire. Donc ici, à Trondheim, il existe un centre où on vient se préparer à ce genre de situation, où les hommes et les femmes qui vont travailler sur des plateformes ou des bateaux viennent s'entraîner. Et là, c'est du sérieux.
Revue des troupes, du cuisinier à l'ingénieur, tous doivent se soumettre à une formation obligatoire qui a lieu tous les 4 ans. Première étape, l'évacuation d'un site en situation d'urgence sans se blesser. Attention de ne pas tomber. Michael! Ok. Et là, ils vont sauter là. They jump here. On ne saute pas, on rampe. On rampe. On ne saute pas, sinon on pourrait se casser une jambe. Ah, dis donc. On se laisse glisser. C'est un peu comme danser la samba. C'est la samba de l'évacuation. It is evacuation samba. Oui, et avec le sourire. Par contre, si c'était pour de vrai, on ne sourirait peut-être pas. Parce qu'on serait très concentré. Vraiment? Oui. Il faut s'imaginer qu'on est en train d'évacuer parce qu'il y a le feu ici, sur la plateforme. Et il faut s'enfuir. Oh là là. C'est la première fois que vous faites ça? Non, c'est la 3e. Et alors, c'est comment? Vous aimez ça? Bah, je n'ai pas le choix. Ça fait mal, quelque part? Non, pas du tout. Ok. Ça, c'est quand même marrant. Ah, c'est dingue. Et après la descente verticale façon samba, mise à l'eau obligatoire dans une mer dont les eaux peuvent flirter avec les 5 ou 6 degrés par beau temps. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont tous à l'eau? Ils ont des combinaisons de survie et ils sautent à l'eau depuis le radeau. Et là, ils se regroupent pour être visibles depuis un hélicoptère ou depuis un navire pour être secourus. Donc là, ils apprennent à se rassembler. Ah oui, c'est vrai, ça, là, ils sont tous ensemble. Oui. Ils peuvent rester dans l'eau pendant 2 ou 4 ou même 8 heures. 8 heures dans ces eaux glacées, c'est possible. Vous aurez froid, mais vous survivrez. Ok. Bon, ah, c'est intéressant, c'est étonnant. Very interesting. Et ça, c'est quoi? What is it? C'est un simulateur de vent. C'est la tempête. Vous leur en faites baver, hein? Oui, mais là, ce sont de bonnes conditions. Ça bouge un peu, il y a du vent, de la pluie, enfin de la pluie artificielle. Là, ce seraient des conditions plutôt faciles pour une évacuation. Là, ils sont bien, là. So là, they feel well like this. Oui. Alors, c'était comment? C'était bien. Pourquoi c'était bien? C'était très réaliste. C'est pas facile dans l'eau de s'accrocher les uns aux autres et de se relier avec ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour s'attacher? C'est pour s'attacher ensemble. C'est assez difficile quand on bouge. Et vous pensez que dans un moment de panique, s'il y a un incendie, une explosion, etc., vous allez vous rappeler de tout ça? Non. Non, mais je retiendrai l'essentiel. C'est ce qui compte. Ok. Merci. L'ambiance est bon enfant, mais il faut s'imaginer l'état de tension extrême qui pourrait régner en situation réelle sur une plateforme pétrolière en feu. L'exercice suivant est encore plus étonnant. Il s'agit de prendre place dans un étrange vaisseau perché à plus de 20 mètres et conçu pour évacuer le plus rapidement possible. Cette fois, j'ai décidé d'y goûter. Hello, bonjour. Bonjour. Voilà, ça c'est votre gilet de sauvetage. Asseyez-vous là. Là? C'est pentu chez vous, hein? On a l'impression d'être dans un sous-marin, mais vertical. Et quand ça part, ça secoue? Vous allez d'abord ressentir une forte accélération. Comme sur les montagnes russes. Et alors vous avez choisi la business class pour avoir cette position? Moi, je suis le chauffeur. Parce qu'il y a un chauffeur? Oui.
Ah d'accord, parce qu'une fois qu'il est dans l'eau, il a besoin d'être piloté. C'est ça, je dois l'éloigner de la plateforme. Et donc vous faites ça régulièrement, alors vous vous entraînez à être pilote de ce genre d'engin? En fait, j'ai été formé hier. Ah bon? Bon. Je dois avoir un peu peur ou pas? Ça va secouer. Bon, bah très bien. Tout le monde est prêt? Yes. C'est normal ce bruit? Is it normal? Une espèce de grosse tension qui arrive d'un coup là. Avant de monter, on se dit c'est rien, c'est juste un bateau qui tombe. Mais maintenant que ça approche, je sais pas du tout ce qui va me tomber dessus. Ah oh mon Dieu! Ah oui, c'est sérieux quand même, hein, ça rigole pas. Ça va? Oui, ça va. Mais alors, la caméra, je remets la caméra à droite parce qu'elle est partie. C'est pas tout à fait Space Mountain, là, c'est viril. Je vous ai vu sourire à la fin. C'est que ça vous a plu alors? Alors le truc auquel on s'attend pas du tout, c'est que là, au bout de 30 secondes, en fait, le bateau flotte et vous avez le mal de mer. Là, mais vraiment en 30 secondes. C'est pas possible, on va être tous morts, non pas de l'incendie, mais du mal de mer. Oui, vous vous sentiriez malade si vous deviez rester 5 heures là-dedans. C'est comme une baignoire en plein océan. On ressent le moindre mouvement. Il faut prendre des comprimés contre le mal de mer. D'accord. S'échapper le plus vite possible de cet engin de malheur est la seule chose que j'ai en tête. Mais la dernière épreuve est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Il s'agit de s'entraîner à sortir d'un hélicoptère qui vient de se cracher en pleine mer. Et vu la tête de mes collègues, ça n'a pas l'air de tout repos. Heureusement, moi, j'ai Brigitte, mon instructrice, pour me rassurer. C'est un simulateur de crash en pleine mer. Ils vont apprendre à s'échapper d'un hélicoptère qui est sous l'eau. Et ça, j'en reviens pas quand même. Donc tous les gens qui vont sur une plateforme doivent être capables de sortir d'un hélicoptère qui tombe à l'envers dans l'eau. On anticipe le pire. Si par exemple l'hélico n'arrive pas à destination et s'écrase en mer, il se retourne et il faut savoir en sortir. Mais enfin, ça n'arrive quand même pas très souvent, les hélicoptères qui se retournent au fond de l'eau. C'est déjà arrivé. Ça peut donc se reproduire. Là, ils enlèvent déjà la fenêtre. Oh là 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 là! Oh là là! Ils sont à l'envers. Mais ça doit être stressant. On respire avec quoi sous l'eau? On respire pas, donc. Non. On est dans le cas de figure d'un crash. Donc, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. À peine le temps de prendre une grande respiration. Mais vous allez utiliser ça. Ça sert à respirer sous l'eau. Vous pouvez vous en servir au cas où. Vous voulez essayer? Oui. Puis c'est vrai que ça peut me servir, être capable de sortir d'un hélicoptère à l'envers dans l'eau. Ça sert. Oui, bien sûr. Utile pour la vie quotidienne. Je gonfle comme un ballon. I feel like a balloon. Vous en avez l'air aussi. Ok, vous êtes prêts? Yes. Ok. J'éprouve une drôle de sensation. Petit à petit,
En suivant les instructions de Brigitte, mon esprit devient instinctivement celui de quelqu'un qui doit sauver sa peau. Bon alors, on va commencer par la position de crash. Crash position? C'est quoi la crash position? C'est pour être sûr de survivre après l'impact. Vous allez tendre les bras comme ça, les jambes bien pliées et la tête baissée. Ok. Bon, restez vers moi. Hein. But stay close to me. Oui, d'accord. Bravo. Je sais pas comment je suis sorti, je me rappelle de rien. Détendez-vous. Détendez-vous. Ce qui est dingue, c'est qu'il faut vraiment attendre d'être à l'envers pour ensuite détacher sa ceinture, passer par la fenêtre, etc. Et en fait, ce moment de retournement où on attend d'être à l'envers, il est hyper stressant. En fait, ça s'est passé très vite. Et vous avez tout fait comme il fallait. Je l'ai fait moi-même. Parce que je me souviens de rien. Ah, vous vous souvenez pas? C'était parfait. Ah bon? Quand on sent qu'on doit sauver sa peau, parce que quand même à l'envers là-dedans, même si on est dans une piscine, on sauve sa peau, on est d'une concentration absolue. C'est-à-dire qu'on ne pense à rien d'autre. Et en fait, c'est stressant, mais on est tellement déterminé que c'est assez calme comme ambiance. Le stress nous permet de rester concentrés. Un peu de stress, c'est bien. Mais pas trop. Là, c'était juste la bonne dose. Ok. Oui, donc en fait, la panique, c'est une catastrophe, mais un peu de stress, c'est d'un grand secours. Hein. Le stress contrôlé, c'est bien. Bon, c'est une belle expérience. Thank you. Et encore bravo. Thank you very much. Apprendre à gérer les risques en mer, c'est ce qui est enseigné chaque jour, ici. Au nord du cercle polaire, la mer est dangereuse et indispensable à la vie des hommes. Je vous emmène sur les îles Lofoten. Imaginez un pays où les montagnes, comme celles des Alpes, auraient les pieds baignés dans des eaux turquoises, comme aux Caraïbes. Eh bien, les Lofoten, c'est ça. Un paysage unique, où règne un silence, un calme total. Sauf quand ils reviennent. 3 mois par an, ils envahissent la mer par milliers. Les cabillots. Et leur arrivée est toujours fêtée comme un petit miracle. Fin mars a lieu le très sérieux championnat du monde de pêche au cabillaud. 600 pêcheurs du monde entier vont tenter de capturer le plus gros spécimen. Tous espèrent rentrer avec le selfie du vainqueur. Certaines prises atteignent 40 kilos. Britt, Ulla, Gunnar et Kristen font partie des favorites. Là, on vérifie le poids de l'hameçon. Il fait 500 grammes, celui-là. C'est préférable que tout le monde ait le même poids sur le bateau. Sinon, on risque de s'en mêler. Et ce serait le chaos complet. Ces drôles de dames se sont donné un nom. Nous sommes les Magic Ladies of the Fish. Nous venons depuis 2003.
C'est notre 14e année. Vous savez, nous sommes toutes très compétitives. On aime la compétition. Vous avez déjà gagné? Oui, on a déjà 7 ou 8 médailles d'or. Regardez, c'était il y a 3 ans. C'est un cabillaud de 21 kilos. On l'avait pris sur ce même bateau. Ça y est, c'est parti. Cette année, les organisateurs ont choisi d'envoyer les concurrents au large, malgré la menace d'une tempête. La pêche s'annonce sportive. Au port, certains n'ont pas pris le départ, comme Gear. La compétition, c'est pour les amateurs. Pour les sportifs qui pêchent à la canne. Pour moi, c'est un jour normal de travail. Je ne peux pas me permettre de prendre un jour off pour y participer. Pendant la saison du cabillaud, Gear, le professionnel, sort en mer 7 jours sur 7, 10 heures par jour. Lui ne pêche pas au large, mais à l'abri, dans le fjord d'Osnes. Objectif du jour, rapporter au moins 200 kilos. Le temps est bon aujourd'hui. Il y a eu une tempête de nord-ouest hier. Et normalement, ça pousse le poisson dans le fjord. Mais bon, rien n'est jamais sûr. On espère toujours. Dès le premier filet, son espoir est récompensé. Voilà un beau scray. Il a nagé depuis la mer de Barents jusqu'au Lofoten. C'est le miracle qui arrive ici chaque année, chaque hiver. C'est la raison de vivre des Lofoten. Le scray, ce poisson bien charnu, est le représentant le plus raffiné de l'espèce des cabillauds. Et pour cause. Quand il arrive ici, il a déjà parcouru 1000 km à contre-courant. Ce poisson vit plus au nord, dans la mer de Barents. Chaque année, il entreprend un long périple pour se reproduire dans les eaux chaudes des Lofoten. Il arrive avec la chair ferme et musclée. Mais il ne reste que 3 mois dans le fjord. Déjà au temps des Vikings, ils faisaient sécher ce poisson et l'envoyaient dans le monde entier. Gear a fait le pari de vivre de ce miracle il y a 16 ans. Avant, il était charpentier. J'adore être dehors. Et ici, tu travailles en pleine nature. Bien sûr, il y a des jours de tempête où tu aimerais faire autre chose. Mais j'aime ça. Je suis mon propre patron. Je suis libre. Alors que dans le fjord, la pêche miraculeuse se poursuit, au large, la tempête est bien réelle. Sur le bateau des Magic Ladies of the Fish, il faut avoir le cœur bien accroché pour pêcher. Mais rapidement, certains lâchent. Et puis, c'est l'hécatombe.
Je peux vous demander comment vous qualifieriez cette journée? Drôle. Drôle, mais quand même un peu décevante, il faut l'avouer. Pourquoi? Parce qu'on n'attrape rien. La pêche est vraiment difficile cette année, à cause de ces grandes vagues. Peut-être enfin une touche. Dans la douleur. Le comble, c'est que le seul poisson sorti de l'eau n'est même pas un cabillaud. Les Magic Ladies of the Fish décident de jeter l'éponge. Dans le paisible fjord d'Osnes, le bateau de Geir, lui, déborde. Contrat presque rempli. Il rapporte 183 kilos à la criée, pour un total de 300 €. Quand la saison est bonne, il fait 30 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois. Et il donne même du travail à de très jeunes ouvrières. Dans le Skreie, c'est un peu comme dans le cochon. Tout est bon et tout se vend, y compris un organe insolite que ces adolescentes se font un plaisir de découper. Je coupe toute cette partie. On appelle ça la langue. Mais en fait, c'est plutôt le bas du menton. Je sais pas trop comment on appelle ça. Moi, quand j'étais enfant, j'avais économisé pour m'acheter un vélo. Et j'ai pu me l'acheter moi-même grâce à la découpe des langues. Donc grâce à cette activité, tu apprends à être indépendant. C'est très bien pour les enfants de commencer tôt. Ici, c'est un job normal, que moi j'ai toujours connu. Je voyais mon grand frère le faire, il a commencé quand il avait 4 ans. Bon, c'est vrai que des fois il fait très froid. C'est humide tout le temps. Tu as du sang sur les mains, mais ça va. C'est un job sympa. Surtout quand tu regardes ta paye. Si à son époque, Geir s'était acheté un vélo, Sarah peut aujourd'hui s'offrir beaucoup plus avec les 8 000 € qu'elle gagne par saison. Au milieu de l'hiver, le cabillaud envahit l'espace et pique un peu les narines. Car une partie de la pêche est séchée sur ces grands portiques en bois pour devenir morue. Vous sentez l'odeur de poisson. Mais au Lofoten, on dit que ça sent l'argent. Dans l'archipel, la morue est reine. Et en saison, ce poisson miracle fait aussi le bonheur des fins gourmets. Un restaurateur a commandé à Sarah 20 kilos de langue de cabillaud. Johan Petrini dirige la brigade de l'un des restaurants les plus en vue de l'archipel. Il est suédois. Lui aussi a changé de vie, de pays, pour une seule chose, le Skreie.
l'un des poissons les plus nobles à travailler en cuisine. Vous pouvez sentir la tendresse de la chair. Quand tu le mets à la lumière, elle a la couleur de l'arc-en-ciel. C'est très tendre. Le muscle est ferme. C'est un très très bon poisson. Rien à voir avec les autres cabillaud. Le skray est très spécial. Pour s'intégrer, Johan a passé une épreuve insolite, la cuisson des langues de cabillaud. La première année, on m'a appris comment les cuisiner. Et si c'est pas assez croustillant, les locaux ne les aiment pas. Et ça veut dire que tu n'es pas bon cuisinier. Donc, c'était un moyen de leur montrer que si, j'étais bon à ce que je faisais. Et que je savais prendre soin de leurs produits locaux, leurs produits de saison. Voilà. Eux les veulent les plus fraîches possibles et les plus croustillantes. C'est comme ça qu'on les sert, directement depuis la poêle. Et là, nous avons des langues de cabillaud à la mode des Lofoten. Ce jour-là, des touristes malaisiennes tentent la spécialité. C'est la première fois que vous goûtez? Du cabillaud, oui, on en a mangé. Mais ça, c'est très différent de ce qu'on a déjà goûté. C'est délicieux. Mais ce n'est pas la langue du poisson, on est d'accord, hein? Si, ce sont des langues de cabillaud. Ah, mais ça a un goût de viande. Vous aimez? Ah oui. Non, mais je t'assure, elle a dit que c'est bien du poisson. À la fin de son service, le chef s'accorde toujours une pause sur le toit de son restaurant. C'est vraiment fantastique d'avoir ces fournisseurs en bas de chez soi. Ce père de 2 enfants ne voit plus sa vie ailleurs qu'ici. Et le symbole des Lofoten, il l'a dans la peau. J'ai mis des ailes dessus, comme si ce poisson miracle avait éclairé la route qui m'avait conduit ici. Quand les gens disent que c'est le pétrole qui a construit la Norvège, moi je pense que le skray aussi a fait le pays. C'est un des produits qui est exporté depuis le plus longtemps. Ici, le cabillaud, c'est un peu comme une religion. Au Lofoten, on est donc pieux 3 mois par an. Et le reste du temps, entre montagne et mer, il y a de quoi profiter en attendant qu'ils reviennent. Il y a quand même des endroits incroyables en Norvège. En plus, les Norvégiens ont le sens de la bonne place pour avoir la belle vue, du lieu parfait pour installer sa maison, sa cabane, comme on dit ici. Et puis là, je vous présente un seigneur, un roi même. C'est le Geiranger Fjord. Il est imposant avec ses parois de roche presque verticales qui tombent dans l'eau. Les parois qui montent jusqu'à 1400 mètres d'altitude et puis qui, sous l'eau, peuvent descendre à 500 mètres. Et ce fjord, il s'étire sur une très grande longueur entre ici et la mer et à près de 100 km. Ce qui fait que sur tout cet espace, vous avez des lieux très reculés, très isolés, avec des fermes, ça réparties, dont beaucoup ont été abandonnés. Mais il reste quelques irréductibles vikings, comme ici. Là, on est chez la famille Bonsaxen, et c'est le monde des chiens de berger, des moutons. Todd, look away.
Voici donc les bonnes Saxennes. Mère et fils, membres d'une famille d'éleveurs installés dans le fjord depuis 400 ans. Bonjour, hello. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah, dis donc, vous êtes en nage, hein? Ça c'est du sport quand même, ce coin-là. Oui. C'est un endroit absolument incroyable. Vous le voyez encore, ce lieu fabuleux? Ou vous êtes tellement habitué que vous ne voyez plus? On l'apprécie, oui. Quand on se lève le matin, on pense à la chance qu'on a de vivre ici, dans un tel décor, avec une si jolie ferme. On se sent vraiment libre ici. Pourquoi est-ce que vous avez résisté dans ces endroits aussi isolés, alors qu'il y a beaucoup de fermes qui ont été abandonnées dans ces fjords? Eh bien, On a eu la chance d'avoir la route. oui, on a été sauvés par la route. Elle passe juste là à côté. Mais beaucoup d'autres fermes n'ont pas eu cette chance. Donc les gens ont dû partir parce que la vie était trop dure. Et alors, les moutons, là, c'est toujours difficile à approcher les moutons. Mais... Bonjour moutons. Ah mais ils sont sympas. Et dis donc, mais pour des moutons qui vivent tout le temps tout seuls dans les montagnes, ils sont quand même très affectueux. Oui. Ce sont des moutons très gentils. Et pourquoi vous les aimez comme ça, vos moutons? Ils entretiennent les parcelles, ils empêchent la forêt d'avancer, et ils mangent toute l'herbe autour de la cabane, donc on n'a pas à la couper. C'est super. Ah oui, vous les aimez parce qu'ils sont pratiques. C'est ça. Pratique et sympa. Et ce qui est très marrant, c'est que vous avez la famille des moutons marrons et la famille des moutons gris, mais ça ne se mélange pas. Hein. En même temps, il y a des tentatives de rapprochement, là, assez nettes. Ils essaient de faire connaissance. Oui. Allons voir la cabane. Cette cabane, comme on dit ici, est une sorte de petit pied-à-terre d'altitude pour les bonnes Saxennes. Leur ferme est située en contrebas, près du fjord, mais ils adorent monter ici, se rapprocher de leurs animaux et se ressourcer au calme en été. Elle est super mignonne en plus, cette petite maison. Pourquoi il y a de l'herbe, de la mousse sur le toit? Parce que ce sont des toits traditionnels. Ils sont faits d'herbe, de mousse et de terre, et ils protègent de l'eau et de l'humidité. Ça isole très bien. Nous, on l'a modernisé en rajoutant une couche d'isolant. Voyez? C'est 100% étanche. Ah, ok. Et la cabane est orientée de façon à ce que le vent balaie la neige du toit. Elle est posée là, face à cette jolie vue. C'est dingue parce que c'est vrai, quand on voit cette petite maison, on se dit bon, bah, ils l'ont posée où ils pouvaient, mais en fait, c'est l'endroit absolument parfait. Je ne connais pas d'autre endroit comme celui-ci. Et alors, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite maison rouge? Cette petite maison offre la meilleure vue au monde depuis des toilettes. Beaucoup de gens disent ça, donc ça doit être vrai. Mais je pense que c'est vrai. On voit le fjord juste en dessous, avec les bateaux de croisière qui passent. On peut être assis et regarder le ferry et tous les bateaux. Il y a juste une petite fenêtre dans ces toilettes, mais tout le monde laisse la porte ouverte. Alors il y a un truc ici qui est très fort, c'est écoutez. Il n'y a pas un bruit à part les petites cloches des moutons qui sont là. Donc quand il n'y a pas les moutons, il n'y a absolument rien. C'est le silence total. Silence. C'est l'avantage de nos cabanes ici en Norvège. Elles sont loin les unes des autres. On ne veut pas d'une cabane proche d'autres personnes. Et pourquoi les Norvégiens qui vivent dans un pays très vaste où il y a finalement relativement peu d'habitants par rapport à l'étendue du territoire, pourquoi est-ce qu'ils ont en plus besoin de s'isoler? C'est quoi ce goût profond pour la solitude? C'est dans nos gènes. Avoir l'esprit en paix,
On aime la tranquillité, le silence, la solitude. Je ne sais pas pourquoi, mais nous sommes comme ça. Dalle, come by, come by, come by, come by, come by. Laden, Todd. Les chiens, ils doivent être fatigués à la fin de la journée. Come by. Qu'est-ce que vous lui dites au chien? Vous dites come by? Come by? It means go. Ça veut dire va à gauche. Go left, come by. Todd, correct. Qu'est-ce que c'est, Todd, correct? Ça veut dire Todd, va-t'en. Get away. Ah oui, Todd, c'est le prénom du chien. Come by, Tess. Come by. Time, walk on. Todd, Laden. Laden, couché. Laden. Oui, ça veut dire coucher. Laden, couché. Et à droite? Away. Away. Ready, come by. Mais alors, donc le chien, en fait, il ne fait que répondre à vos ordres. Il n'a pas dans l'idée vraiment de diriger les moutons. Il réfléchit pas à « je dois pousser les moutons ». Non. Ah, ok. Ah ben je le croyais plus malin que ça. Je peux les faire aller où je veux. Il y a quelque chose d'assez doux dans votre relation avec les animaux, avec les moutons, quand vous les touchez. Les chiens, ils tournent autour, mais ça n'aboie pas, ça ne mord pas, ça ne court pas brutalement. Il y a toujours une sorte de douceur. À part Todd. Todd, il est plus difficile. Mais on a besoin d'un chien comme Todd, parce que certains moutons essayent d'attaquer les chiens. Vraiment? Oui, donc on a besoin d'un chien à fort caractère, qui va parfois leur mordre un peu le museau. Du coup, ils respectent le chien. Ah oui, donc il faut quand même qu'il y en ait un qui ait un peu de poigne. Oui, c'est un tout. Olé et Bente, sa mère, ont pu réunir aujourd'hui une trentaine de moutons sur la centaine qu'ils possèdent, disséminés dans toute la montagne. L'hiver approche, il est grand temps de les mettre progressivement à l'abri en les ramenant à la ferme familiale. Ils reviendront chercher le reste du troupeau d'ici quelques jours. C'est là qu'on voit la différence entre le berger et moi, c'est que lui, il a le temps de faire 10 allers-retours pendant que je fais 2 mètres. Et il remonte chercher sa veste. Le mollet norvégien, 2 fois plus rapide. Il n'y a pas de sentier, il y a des broussailles partout, ça descend comme ça, et donc les moutons se prennent dans les broussailles, enfin, c'est plus compliqué qu'on imagine. Et sportif. There we go. Come on, come by. Away, away. On voit plus les moutons. Ils sont partis devant, mais ils savent où est la maison, pas de problème. Les moutons auront dévalé la pente en moins d'une demi-heure. Pour nous, ce sera une bonne heure. Mais après tout, le paysage ne nous donne pas vraiment envie de faire la course. Ah mais il y a les moutons qui sont là. J'aime bien parce que les moutons, ils arrivent, ils sont arrivés une demi-heure avant nous, et alors ils s'arrêtent et ils regardent la vue. C'est sympa. Ils apprécient toujours la vue. Là-haut dans la montagne, ils s'installent pour dormir face à la vue. Ils dorment face au paysage. Et là, c'est votre ferme alors? C'est notre ferme de contes de fées. Et c'est toujours aussi beau, hein. Même de plus bas.
En fait, j'ai l'impression que dans l'univers des fjords, c'est dur d'avoir une maison sans vue. Oui, c'est très difficile de trouver une maison sans vue quand on habite ici. Mais je ne crois pas que quelque chose soit aussi beau qu'être face à ce paysage. Vous avez la plus belle. You have the best one. Et face au fjord, difficile de résister. De résister à l'envie d'aller sur l'eau. Olé m'emmène sur son bateau. Il doit remonter ses filets en fin d'après-midi. La pêche, c'est sa seconde passion après les moutons. Ici, c'est l'endroit où je préfère être. Pêcher, se détendre, boire de la bière, manger les produits de la mer. C'est vraiment l'endroit que j'aime le plus. Pourquoi? C'est un mélange d'odeurs, de sons. C'est très reposant. C'est très spécial. J'ai pas de mots pour décrire ça. C'est une sensation. C'est vrai que c'est très dur à décrire. Et effectivement, il y a cette petite odeur de... C'est humide, un peu lourd, et c'est dur à décrire. C'est frais, c'est très frais. Voilà, c'est ça, il y a un fond frais. On est norvégien, on est habitué au froid. C'est agréable. C'est vrai que si on compare le viking en t-shirt et le français, hein, polaire et pull. Oui, mais vous êtes français, vous êtes habitué à la chaleur. Ça, c'est l'été norvégien. Autour de 13-14 degrés, mais pas de pluie aujourd'hui. On est chanceux, très chanceux. Ah, ça, c'est une belle journée pour vous. Oui, c'est une belle journée. Ici, dans l'ouest norvégien, il pleut beaucoup. C'est pour ça que c'est si beau, c'est si vert. Ça y est, c'est parti? Ouais, les poissons arrivent. Ici, quand on pêche, ça marche à tous les coups. Ah mais c'est génial, il y a un poisson tous les 10 cm. Mais c'est la pêche miraculeuse, oh là là! On a tous les poissons du fjord. Ça, c'est un prédateur, il est dangereux. Vous voyez ses dents? C'est un chasseur de la mer. Ah, celui-là, on ne le connaît pas. Et c'est étonnant parce que à chaque fois, il y a un poisson différent. C'est une leçon de choses de la vie sous-marine des fjords, en fait. On a un requin. Ah, un requin! Je ne le crois pas. Un requin! C'est incroyable! C'est un vrai requin? Oui, c'est un vrai. Parfois, quand le filet reste trop longtemps dans l'eau, ces requins attaquent les poissons. Et on porte rarement un requin dans sa vie. Hein. Et il a vraiment des yeux de requin. Hein. Des yeux, de eyes. Ouais, il a une tête de diable. Je ne sais pas s'il est vivant. On va voir. Ah, là, vous l'avez relâché. Non, c'est pas bon à manger. On a beaucoup de poissons. C'est vrai, vous avez l'air content. Ah oui, c'est une bonne prise. Il y a de quoi être content. Mais grosse prise veut dire plus de travail.
Et un petit peu plus d'argent aussi. Non, non, on vend pas de poisson, nous. Quelquefois, on l'offre à la maison de retraite. On leur donne du poisson frais. Ils sont tellement contents d'avoir du poisson. Je veux pas le vendre. J'ai plusieurs métiers pour gagner ma vie. La pêche, c'est mon passe-temps. Et plus d'argent. C'est vraiment adorable. Oui. Quand même, c'est pas un métier facile, parce que montrez vos doigts. Show me your hands. Voilà. Voilà. Et ça, c'est... What is it? Qu'est-ce que c'est? Ah, là aussi. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est les dents du poisson, là. Elles sont très pointues. Et on se coupe souvent quand on sort les poissons du filet. Au fond de ces fjords, on se sent loin de tout, mais protégé par quelque chose qui paraît complètement immuable. Oui, c'est un endroit protégé, mais il est aussi dangereux. La nature est dangereuse. Notre grand ennemi, c'est l'érosion. Dans la montagne derrière nous, il y a une énorme fissure et un grand risque qu'elle s'effondre dans le fjord et crée un gigantesque tsunami. Ah bon? Un tsunami de quelle taille? Dans le pire des scénarios, il formerait une vague de plus de 80 mètres. Ah ouais. Une vague de 80 mètres? Ça détruirait des centaines, ou même des milliers de maisons, dans tous les villages autour du fjord. Mais on se sent en sécurité parce que c'est surveillé en permanence. Il y a un système d'alerte sur chaque téléphone portable, et en cas de danger, on recevra un message pour nous dire de rejoindre les hauteurs. Ça, je savais pas du tout. Parce qu'on imagine la Norvège plutôt comme un pays assez tranquille, à l'abri de ce genre de catastrophe. La nature est toujours la plus forte. Bon. Bah, soyez prudents. Be careful. Oui. Olé et son fjord qui est toute sa vie, me donne envie d'aller toujours plus loin. Ces lieux sont très très attachants. Je poursuis mon voyage, et ici le top du top, c'est la voiture électrique. 20% des Norvégiens en utilisent. L'objectif serait de faire disparaître les véhicules à essence et diesel du marché norvégien d'ici 2025. Un véritable choix de société dans un pays gros producteur de pétrole et qui en même temps veut préserver l'environnement. Je vais vous proposer pour finir ce voyage une petite pépite. Cette pépite, c'est une route. Une route toute simple là, mais qui est tout simplement une des plus belles routes de Norvège. Les habitants de ce pays pensent que c'est la construction norvégienne du siècle. C'est pas rien. Et c'est vrai que c'est très très beau. Regardez, elle est là. C'est la route de l'Atlantique. Un petit ruban de bitume qui serpente, qui bondit même, qui virevolte entre des îlots, des récifs, des petits morceaux de lande, des dizaines de bras de mer. Et tout ça dans un sentiment de bout du monde absolu. C'est vraiment très beau. Je dirais que cette route, elle est un petit peu à l'image de la Norvège. C'est beau, c'est très puissant, mais pour pouvoir y accéder, il faut le courage de s'éloigner un peu des axes principaux, des sentiers battus. À très vite sur d'autres routes.